On donne la parole à notre ami et collègue Najib Asbé, puis on passera à la salle pour recueillir quelques questions, pour orienter ou demander des clarifications par rapport aux interventions déjà faites. Et puis il y aura une troisième séquence où les 4 intervenants vont prendre la parole pour répondre aux intervenants ou à la salle. Bon, j'avais préparé mon intervention en français, mais je ne veux pas donner l'impression que les ministres parlent en arabe et les universitaires en français. Je vais essayer de... Il y a des étrangers aussi. Donc, si vous alors là, c'est une... Najib, il y a un ami, le regretté Mjid, ancien dirigeant de la Fédération de tennis, qui disait une formule très simple: toutes les langues sont autorisées, sauf la langue de bois. Donc, il y a des étudiants à nous, des doctorants, qui sont étrangers, et on souhaite que vous puissiez intervenir en français, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Et sans langue de bois. Et sans langue de bois. D'accord. Très bien. Alors, en vérité, je pense que si j'avais intervenu après M. Ezami, je crois que l'articulation aurait été parfaite. Pourquoi? Parce que autant je partage largement le point de vue qui a consisté à dire la dette, c'est le résultat d'une politique économique. On est parfaitement d'accord. On va diverger sur quelle politique économique, mais on est d'accord sur le fait que c'est le produit d'une politique économique. On est d'accord également que la dette est aussi intimement liée, évidemment, avec un équilibre et une structure du budget, d'une part, et, d'autre part, bien évidemment, la croissance. C'est quand même elle qui détermine aussi le rythme des choix. Seulement, sincèrement, je trouvais un peu curieux que, quand on analyse la structure du budget, je répète, mettre l'accent ou considérer que la hausse ou la baisse des dépenses publiques, la structure des dépenses publiques, c'est une chose importante. Mais tout de même, avant d'arriver à cela, restons au niveau des ressources et posons-nous cette question simple. Est-ce que, face à des dépenses déterminées, on a un budget de l'État et on va le retenir comme tel. Face à ces dépenses, est-ce que on arrive à mobiliser des ressources propres, et j'insiste sur ce mot, propre au sens comptable du terme, du bilan, des ressources propres. Je veux dire par là, il faut qu'on s'entende sur des choses très simples au départ. Nous ne sommes pas un pays disposant d'une rente pétrolière, d'une rente naturelle quelconque. Nous n'avons pas de ressources autres que fiscales considérables. C'est une réalité. Et dans la situation d'un pays comme le nôtre, il est évident que la première condition de la souveraineté financière, la première condition, c'est de faire en sorte qu'on ait un système fiscal qui mobilise le maximum de ressources, parce que ce sont les ressources fiscales qui sont les seules ressources propres de l'État, parce qu'elles sont les ressources puisées dans l'activité de l'économie. C'est très simple. Donc, analyser la question de la dette sans regarder
la structure et les potentialités du système fiscal, il me semble que c'est un peu passé à côté du vrai problème. Et je m'en vais vous expliquer le problème très simplement. Si on prend aujourd'hui, prenez dans la loi de finances 2016, nous avons des dépenses de 100. Et de l'autre côté, on regarde les ressources. Qu'est-ce qu'on a comme ressources pour couvrir ces dépenses? On reste dans le budget général de l'État. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme ressources pour couvrir ces dépenses? Eh bien, on regarde d'abord les ressources fiscales. Le taux de couverture des dépenses publiques, dépenses de l'État, par les recettes fiscales, ne dépasse pas 62%. Là est le fond du problème. C'est-à-dire qu'il est dans cette incapacité du système fiscal à mobiliser des ressources permettant de couvrir 75, 80, 85%. Et c'est pas un rêve. On l'a fait dans le passé. Et cette corrélation, à mon avis, gagne à être faite. Tous les événements qui ont été cités tout à l'heure ne sont pas contestables. Sauf que la corrélation intéressante, c'est précisément entre ce taux de couverture que moi j'appelle le taux d'autosuffisance fiscale. C'est-à-dire, lorsque ce taux permet de couvrir plus de 80% des dépenses de l'État, on n'a pas de problème de la dette. On n'a pas de problème d'endettement. Au contraire, la dette baisse. Lorsque ce taux se dégrade, comme c'est le cas, je vous accorde une chose, ça ne date pas de votre gouvernement. La dégradation a commencé plus tôt. Mais elle a continué et elle s'est accentuée. Alors, on peut raconter ce qu'on veut. Quand on est à 62%, bien sûr, on peut mobiliser quelques revenus des domaines, quelques intérêts de quelques établissements publics qui gagnent un peu d'argent. Si possible, quelques privatisations. Tout ça, ça va nous faire remonter le 62% à 66, 67. Il restera toujours un bon tiers, un trou, c'est un trou, un bon tiers qu'on ne peut couvrir que par l'endettement. Voilà. Le fond du problème, il est là. Je répète, je ne veux pas entrer dans des polémiques inutiles, sincèrement. Mais il est difficile quand même de parler de déficit public, de déficit de budget de l'État, sans d'abord mettre le doigt sur ce problème qui est d'abord fiscal. Alors, vous avez, pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'articulation facile, il est évident qu'une fois qu'on a fait ce constat, que le fond du problème est dans les défaillances du système fiscal, on peut maintenant passer à ce système, essayer de l'analyser, et surtout d'essayer de comprendre comment il a évolué sur les 4-5 dernières années au regard des engagements pris. Parce que nous sommes effectivement, tu l'as rappelé tout à l'heure, mon cher Toledano, nous sommes à un moment quand même où il faut rendre compte, il faut évaluer une politique, et donc, essayons de voir, au regard des engagements pris par ce gouvernement sur la question fiscale, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Je n'ai pas le temps ici de vous citer des passages de la déclaration générale du gouvernement, mais je peux vous rappeler simplement très rapidement qu'on a mis l'accent sur la nécessité d'une réforme fiscale globale. Il y a deux mots-clés qui reviennent tout le temps dans la déclaration sur cette question-là. Réforme globale, équitable. Le mot équité revient 3 ou 4 fois sur la question fiscale. C'est dire que c'est vrai que depuis longtemps, vous avez hérité d'un système qui était déjà, je dirais, à la fois inefficace, au sens où justement il ne permet pas de remplir la première fonction d'un système fiscal qui est d'abord le rendement financier, rapporter des ressources, remplir les caisses de l'État.
inefficace donc, mais aussi inéquitable, injuste, incohérent, contradictoire, horriblement complexe. C'est la réalité du système fiscal, entre parenthèses, contestée largement dans certains slogans du mouvement du 20 février. C'est vous dire que lorsque ce gouvernement est arrivé après les événements que l'on connaît, il était normal qu'il ait une certaine réceptivité et qu'il promette de faire la réforme qu'il faut. Bien. On peut dire que dans un premier temps, ce gouvernement a au moins tenu parole sur un point. Il a tenu les assises fiscales. C'est quoi les assises fiscales? C'était au mois d'avril 2013. C'était une grande réunion. On a réuni tout le monde, rentrer dans les détails. Pendant 2 jours, tout le monde a discuté. Et les assises fiscales sont sorties avec 60 recommandations. Et parmi ces recommandations, il y avait 5 panels, 60 recommandations. S'il faut là aussi sans rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, je peux vous dire en gros qu'il y avait 2 commissions qui étaient marquantes, mais précisément une s'appelait équité et l'autre s'appelait compétitivité. Pour faire simple, une était porter un peu le souci, justement, de faire en sorte que le système devienne plus équitable, et l'autre portait largement, disons, le souci des hommes d'affaires, de la CGM, etc., de faire en sorte que le système soit, selon eux, moins lourd, plus léger, plus compétitif, etc. Très bien. Là aussi, je pourrais citer la liste des différentes recommandations. Je ne vais pas me hasarder comme ça à cela pour rester un peu dans l'état. Mais en gros, je peux vous dire que au niveau de la commission équité, qu'est-ce qu'il y avait comme recommandation? Introduire d'abord un meilleur équilibre entre ce qu'on appelle les impôts directs et les impôts indirects. Surtout entre les impôts sur le travail et les impôts sur le capital. On a aujourd'hui un système qui a un parti pris évident, franc, en faveur du capital et au détriment du travail. Tout le monde est revenu, pas l'heure. Introduire, par exemple, fiscaliser l'agriculture. Revoir la progressivité de l'impôt sur le revenu. Introduire un impôt sur le capital non productif. Voilà, simplement quelques têtes de chapitre de ce qui devait être des réformes de nature à introduire plus d'équité dans le système. De l'autre côté, commission compétitivité. Qu'est-ce qu'on demandait? Visibilité, c'est normal, visibilité du système, stabilité du système, baisse de la pression fiscale, réforme de la TVA, baisse de la pression fiscale, comme je dis. Alors, ensuite, on a eu 2, 3 lois de finances où le gouvernement a eu la possibilité de mettre en œuvre tout ça. Donc, je me place aujourd'hui, je dis maintenant, je suis en 2016, j'ai un recul, je veux essayer d'évaluer cette politique fiscale au regard de ce qu'elle-même a promis et au regard des engagements qui ont été faits dans les assises fiscales. Qu'est-ce que je constate? Je vous assure que c'est caricatural. On reviendra peut-être si vous avez des questions, mais je peux vous dire en gros, quasiment aucune recommandation significative de la commission équité n'a été retenue. À l'opposé, quasiment toutes les recommandations de la commission efficacité ont déjà été mises en œuvre. Et je vous donne quelques exemples. On a commencé par rapprocher la TVA. L'idée, c'est d'arriver à 2 taux de TVA, alors que là aussi, malheureusement, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais tout le monde sait que la TVA,
c'est un bel instrument fiscal qui permet d'engranger des ressources. Mais c'est un instrument horriblement injuste, aveugle. Et donc, la meilleure façon, selon d'ailleurs les concepteurs même de la TVA, la meilleure façon d'atténuer cet aspect arbitraire, inéquitable de la TVA, c'est précisément de multiplier les taux. C'est-à-dire d'avoir des taux par un taux supérieur pour les produits de luxe. C'est une façon d'atténuer, de faire contribuer ceux qui achètent des produits de luxe en payant des taux supérieurs. Avoir des taux inférieurs pour des produits de première nécessité, etc. Donc, l'idée de réduire la multiplicité des taux et de les réduire à 2 taux est en soi une idée horriblement régressive. C'est-à-dire qu'on veut accentuer le caractère régressif de la TVA au lieu de l'atténuer. C'est ce qu'on a fait. Donc la tendance qu'on a continuée ces années-là, ça a été, alors, on le voit ça clairement, ça ne se fait pas en un jour, évidemment, ça se fait progressivement, oui, mais inéluctablement, on assiste effectivement à des transferts, à des taux de produits qui sont à 0 qui passent à 7 ou 10, des produits qui sont à 7, 10 qui passent à 20, qui passent à 14. Le mouvement est systématiquement ascendant. Donc, premier élément, nous sommes face à un système qui est plus régressif. Deuxième élément, la CGM, le patronat, demande, c'est vrai, et je vous assure qu'ils ont beaucoup de chance. Hein, et si vous me permettez, je trouve le patronat a beaucoup de chance et n'est pas très reconnaissant vis-à-vis de ce gouvernement. Parce que ce gouvernement a fait beaucoup pour eux. Je peux vous assurer, notamment en matière fiscale, par exemple, la règle de décalage d'un mois en matière de TVA. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas spécialistes, mais c'est pas important. Pratiquement le règlement largement de la question du butoir, la question du remboursement de droits à déduction de la TVA sur l'investissement. Ce sont des revendications anciennes du patronat que ce gouvernement a exaucées. Okay. Mais alors, quid du reste? Que voyons-nous aujourd'hui, maintenant, de l'autre côté? Essayons de voir du côté des impôts directs, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé. Et je n'ai pas le temps d'aller, encore une fois, dans les détails, mais je vais prendre simplement 2 exemples ou 3, par exemple. Du côté des impôts sur les sociétés, qu'est-ce qu'on a fait? Du côté des impôts sur le revenu, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le sens de plus d'équité ou de moins d'équité, de plus d'efficacité ou de moins. C'est 3 minutes, comme ça. Si vous pouvez. Non, vous le prenez là. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je vais pas entrer dans ces détails. Si vous me posez des questions, je reviendrai tout à l'heure. Ce que je voulais dire, le message principal, en fait, c'est quoi? C'est que malheureusement, on a vraiment raté une occasion, à mon avis, en or, pour, en toute sérénité, je dirais, évoluer vers un système qui soit effectivement à la fois plus efficace et moins injuste. Pourquoi? Parce que dans les assises, c'est la nature de l'exercice. Hein. Les assises sont un moment où on cherche un peu le consensus. Et ceux qui, vous voyez, j'allais dire ceux qui sont pour de l'efficacité avant tout, sont portés à laisser passer des choses sur l'équité et inversement. Donc, à mon avis, ce gouvernement avait un document en or sur lequel s'appuyer pour aller de l'avant. Il ne l'a pas fait. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, regardez le système fiscal marocain aujourd'hui en 2016. Je vous ai dit d'abord, j'ai commencé par ça, je termine par ça. Le premier indice de ces défaillances, c'est le fait que, à 21-22% de pression fiscale, on arrive à peine à couvrir 62% de nos besoins en dépenses publiques. Là est une défaillance majeure. Et qui est liée d'ailleurs, si j'avais le temps, je vous expliquerais pourquoi malheureusement, au lieu d'élargir l'assiette, nous sommes en train de la rétrécir. De la rétrécir de manière extrêmement dangereuse. L'autre constat que chacun peut faire, c'est l'inéquité du système. Aujourd'hui, est-ce que vous le savez par exemple, aujourd'hui, dans le système actuel,
selon que vous êtes salarié, ou agriculteur, ou rentier, ou professionnel, à revenu égal. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple toucher 100 000 dirhams. À revenu égal, vous pouvez payer 0, 10, 15, 20, 38. Aujourd'hui, par exemple, vous gagnez 250 000 dirhams, vous êtes un agriculteur, vous payez 0. Vous êtes un salarié, vous payez 38. Où est la cohérence? Où est l'équité? Nous avons également un système, je dis, horriblement incohérent et complexe. On aurait pu au moins profiter de ces années-là pour mettre un peu d'ordre, toiletter un petit peu le maquis des textes fiscaux pour les rendre justement mieux à la disposition des... Je voudrais peut-être dire un mot pour terminer sur la fraude fiscale. Je ne peux pas laisser ça parce que justement on a parlé de la fraude fiscale, etc. Savez-vous que, voilà par exemple une des inconséquences de ce gouvernement. Vous savez que la question de la pénalisation de la fraude fiscale, c'est en clair, comme moyen de sûr, c'est un moyen qui est utilisé partout dans le monde, lorsqu'il y a fraude caractérisée, et c'est un délit pénal. Au Maroc, on a tergiversé pendant 40 ans. Et on a fini par l'introduire dans les textes dans les années 90. Donc il existe. Sauf que, elle est tellement encadrée, tellement conditionnée, et d'abord simplement par la réunion la constitution d'une commission qui n'a jamais été constituée. Résultat. Cette disposition, qui peut là effectivement être un vrai outil de dissuasion contre la fraude fiscale, n'a tout simplement jamais été utilisée. Si vous connaissez quelqu'un qui est entré en prison parce qu'il a fraudé le fisc, dites-le-moi. Et puis, cette année, alors je prends simplement cette année, loi de finances, projet de loi de finances, il y a des dispositions qui permettent d'activer, je dis bien, cette disposition qui existait en fait déjà, mais de la rendre opérationnelle. Et je vous assure, moi, quand il y a une mesure qui va dans le bon sens, je ne regarde pas la couleur du gouvernement. Ça va dans le bon sens, ça mérite d'être salué. Donc j'ai salué. Malheureusement. Quoi? Il a fallu quelques lobbies au Parlement et en dehors du Parlement, quelques coups de téléphone, et puis hop, la mesure a disparu. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut réellement lutter contre la fraude fiscale? Bien. Je rappelle le concept. On va donner la parole tout de suite à la salle.